Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia, qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Bertrand Perrier, bonjour. Bonjour. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on va parler d'art oratoire ou d'éloquence ? Alors on peut parler des deux. J'aime bien l'idée d'art oratoire parce qu'il y a l'idée d'un art. Et je trouve que ça rend bien compte aussi de l'idée de personnalité qui se révèle à travers cette parole. Et si on parle d'éloquence, il y a un côté un peu plus factice qui est inhérent au terme. Donc j'aime bien l'idée d'un art. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. En quoi est-ce important au quotidien de maîtriser l'art oratoire ? C'est très important parce que notre société vit de la communication orale à chaque instant. On parle, on écoute, on débat et l'échange d'idées repose inévitablement sur la parole. Et c'est la raison pour laquelle maîtriser les codes de la prise de parole en public est très important. Il y a une autre raison à cela, c'est que la capacité à prendre la parole en public dit beaucoup de vous, de votre capacité à vous insérer. On passe un entretien d'embauche, on passe un entretien de stage et nécessairement lorsque vous prenez la parole, on vous juge. Et donc, c'est important de maîtriser ces codes pour pouvoir avoir une meilleure insertion sociale, économique, professionnelle. Do you speak English? English, oui. My father is a Cajun. Est-ce que tout le monde peut maîtriser les rudiments de l'art oratoire ? Oui, absolument. Et j'en suis la preuve, puisque moi je suis un ancien timide et je le revendique. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre dans l'idée que j'avais fait ce parcours de réconciliation avec la parole et que je pense pouvoir guider les gens aussi sur ce parcours parce que ça a été le mien et que c'était pas d'emblée une facilité. Et donc oui, je crois que tout le monde peut maîtriser les rudiments d'une parole qui sera peut-être pas flamboyante, qui sera peut-être pas celle d'un tribun, mais qui sera claire, convaincante et suffisante pour partager ses idées. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Après, dans un amphithéâtre, alors ils sont pas 200, ils sont beaucoup plus, mais ils sont 700, je crois, dans cet amphithéâtre de la voix haute, sans compter ceux qui sont dans l'amphithéâtre à côté et qui regardent en vidéo, mais indépendamment du nombre, il y a aussi une volonté de se mettre en scène et un désir et un amour que ont certains pour la prise de parole en public, mais beaucoup des étudiants de Seine-Saint-Denis que l'on voit prendre la parole dans cet amphi s'en seraient sentis incapables 6 semaines plus tôt. Donc ce sentiment, qui est très partagé d'ailleurs, d'inhibition et d'autocensure à l'égard de la prise de parole en public, il faut aussi lutter contre. C'est assez confortable de se dire « je n'y arriverai jamais ». Je peux me dire aussi « je n'arriverai jamais à faire un marathon ». Est-ce que c'est pour autant que je ne dois pas m'entraîner ? Ben si, somme toute, peut-être que c'est simplement une autocensure que je crois que je ne pourrai jamais faire un marathon. Mais après tout, c'est peut-être aussi une facilité que de se dire « je n'y arriverai jamais ». Bon, je note que vous avez un défi, c'est de réaliser un marathon, puisque vous avez surpassé votre timidité. Alors dernière question sur l'éloquence, c'est comment vous avez surpassé cette timidité ? Et la question qui en découle derrière, c'est quels seraient les 2-3 conseils que vous pourriez donner à une grande timide ou à un grand timide ? Alors, dans mon parcours à moi, ce qui a joué un rôle essentiel, c'est les concours d'éloquence, comme on voit dans le documentaire. Puisque dans le barreau, on a des concours d'éloquence, notamment la conférence du stage, qui conduit à la conférence Berryer, et c'est en passant ces concours que je me suis un peu familiarisé avec la prise de parole, d'abord en catimini, parce que je voulais surtout que personne ne me voie, parce que je pensais que j'allais être nul, et je l'étais très certainement. Je suis une love machine. Et puis au bout d'un moment, je me suis un peu familiarisé et j'ai aimé cette parole-là des concours d'éloquence. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Donc c'est ça qui est pour moi a joué un rôle déclencheur. Ensuite il y a eu un certain nombre de rencontres avec des personnalités marquantes de l'art oratoire, des comédiens, des avocats, des hommes politiques, des admirations. Moi, je crois beaucoup que l'admiration est un carburant essentiel dans la vie et je revendique d'avoir vraiment des figures que j'admire et qui m'ont aidé dans ce parcours, même si je ne les connais pas du tout. Mais je crois que c'est très important d'avoir ces modèles. Donc, pour moi, le déclencheur, ça a été justement les concours d'éloquence. Et puis, pour
des gens qui voudraient faire ce parcours, je crois beaucoup à l'idée de quotidienneté. Donc il faut le faire tous les jours. Comme un pianiste fait ses gammes, on a beau être le meilleur pianiste du monde, il faut tous les jours continuer à faire ses gammes. Les gymnastes font leurs exercices, les danseurs, tous les artistes, somme toute, font ces exercices quotidiens. You talking to me? Et je crois que pour quelqu'un qui serait très timide, il faut se forcer un petit peu. Alors au début c'est un petit peu violent. Who the fuck do you think you're talking to? Mais comme toute exigence part d'une forme de violence au démarrage, et je crois beaucoup à l'idée qu'il faut le faire chaque jour un petit peu. Prenez chaque jour dans l'actualité un fait qui vous a ému, choqué, marqué, amusé, et essayez de faire 2 minutes de ce qui serait une chronique radio par exemple, qui marquerait votre désaccord, votre surprise, votre étonnement sur cet événement d'actualité. Donc faites-le tous les jours et saisissez toutes les opportunités qui vous sont données de prendre la parole en public. Ce ne sera pas tous les jours bien, mais ce sera chaque jour un tout petit peu mieux. Votre rapport à l'art oratoire en tant qu'enseignant, ce qu'on a noté, c'est pour ça qu'on est venu vous embêter aujourd'hui, c'est que vous aviez une certaine passion de la transmission de cet art oratoire. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Pour une raison extrêmement simple, c'est que moi, je n'ai jamais appris l'art oratoire. Quand j'étais étudiant, il n'y avait pas d'enseignement de l'art oratoire. Et donc j'ai fait ça de façon un peu pragmatique, un peu empirique, et ça m'a du coup pris beaucoup de temps parce que je n'avais pas d'enseignement un peu formalisé de cette matière, qui est une matière comme une autre, avec ses codes, avec ses règles, avec ses lois. Et donc comme je ne l'ai pas appris, et que je l'ai appris sur le tas, j'ai eu envie de le transmettre dans l'idée que moi je l'avais appris pendant très longtemps et que peut-être j'allais pouvoir le transmettre avec tout ce que j'avais récolté et comme exercice, comme conseil, comme règle sur la prise de parole en public. Et je me disais, bon voilà, moi je ne l'ai pas appris, ça m'a manqué, j'aurais aimé recevoir cet enseignement. Maintenant que j'ai rassemblé à peu près ce que je sais sur la question, je vais essayer de le transmettre aux autres. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. En quoi est-ce que vous pensez que votre transmission de l'art oratoire améliore le quotidien des jeunes avec qui vous partagez ce talent ? Je suis pas sûr que ça améliore leur quotidien. Mon idée simplement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de leur dire que parler avant de dire ce qu'on a à dire, c'est dire qui on est. Et c'est déterminant dans la société contemporaine. Vous savez très bien que lorsqu'on écoute quelqu'un parler, on peut le juger en très peu de temps. Et ça peut aussi être un marqueur social. C'est contre nature. Hein. Ça peut vous enfermer dans une case, dans un plafond de verre. Et justement, l'idée, c'était d'améliorer leur quotidien en leur permettant de dépasser ces déterminismes, ces avenirs tout faits, et de les motiver, de les stimuler à la fois à mieux se présenter, à mieux savoir débattre, à avoir des outils d'insertion, donc pour un entretien d'embauche, pour un entretien de stage, pour leur vie quotidienne. Et si ça a pu améliorer leur vie quotidienne, c'est en cela. Quel est pour vous le coup d'après ? Est-ce que vous continuez vos activités professionnelles et accompagner les jeunes, que ce soit HEC, Eloquentia ? Est-ce que vous auriez des idées derrière d'écrire plus de livres, de faire plus de coaching, de créer une académie de l'éloquence que ça ? Non, j'ai pas d'ambition de cette nature. Moi, je suis très content de le faire à Eloquentia, à Sciences Po, à HEC, de donner ponctuellement des conseils. Je ne fais pas de coaching individuel, je le dis par votre intermédiaire parce que je suis beaucoup sollicité pour ça. Et je ne le fais pas tout simplement parce qu'en réalité, ma priorité reste mon métier. Mon métier d'avocat est pour moi essentiel. Le reste est une activité complémentaire, mais l'essentiel reste la défense de mes clients. Donc je me concentre exclusivement là-dessus. Le reste, c'est le samedi matin en Seine-Saint-Denis, mais j'ai pas l'intention de faire de la prise de parole en public une profession. Ça n'a jamais été mon métier. Le coup d'après, oui, peut-être autour de l'épreuve du bac de grand oral qui se dessine pour les élèves qui vont rentrer en classe de seconde en septembre 2019 et j'aimerais bien essayer d'accompagner cette épreuve d'une façon ou d'une autre. On va passer à la dernière partie avec les questions embarrassantes que vous n'aviez pas préparées. Vous
Ça tourne beaucoup autour du discours. Alors, est-ce que vous avez souvenir comme ça d'un discours qui serait votre plus beau discours? Mon plus beau discours, j'espère que c'est celui que je ferai demain ou après-demain. J'espère que mon plus beau discours, il est à venir. Et après, dans le passé, c'est pas forcément mon plus beau, mais c'est celui qui m'a le plus ouvert de portes. C'est celui qui m'a permis justement d'être secrétaire de la conférence du barreau de Paris. Et ça, c'était très important pour moi parce que c'est ce dont tout découle derrière. Et c'était dans la bibliothèque de l'Ordre des avocats. Le sujet n'avait aucun intérêt, hein. C'était le droit est-il le souverain du monde? Bon, on avait 10 minutes, mais j'avais senti que ça marchait, que j'arrivais à embarquer le public avec moi, que quand j'avais fait une blague, elle faisait rire, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui est un grand moment de solitude quand ça n'est pas le cas. Et donc j'avais le sentiment, pour la première fois, que ça marchait et que j'avais du bonheur à parler. Et après, voilà, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui, en tout cas, a marqué une étape importante. Ça, c'est une notion importante aussi. À chaque fois que vous prenez la parole en public, vous êtes heureux. Non, pas particulièrement. Je ne me dis pas que je vais à l'audience en étant heureux. C'est pas heureux, on est déterminé, on est concentré. Et il y a peut-être du bonheur après si ça a fonctionné, mais avant, non. On n'élimine jamais le stress qui est inhérent à la prise de parole en public. Après, on peut faire en sorte qu'il soit stimulant et non pas paralysant. Pendant, non, c'est toujours une concentration. Il faut être dans son idée, ne pas se laisser embarquer, toujours regarder où on en est dans sa structure, c'est très important, hein, la structure d'un discours. On peut être dans l'improvisation, mais malgré tout, il faut toujours être dans le contrôle. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Votre orateur, votre oratrice préférée, tout secteur confondu, toute considération particulière. Alors j'ai donc droit à un orateur et une oratrice, je note. On est pour la parité. Hein. Mais moi aussi. C'est très important la parité dans la prise de parole en public parce que les femmes qui ont 1000 choses à dire de façon percutante et forte ont parfois encore plus d'inhibition et d'autocensure que les hommes. Et il faut vraiment qu'elles prennent la parole, sinon on ne la donnera pas. Et donc il faut vraiment qu'elles viennent sur le terrain de la parole, et notamment chez les avocates. On voit aujourd'hui qu'elles sont majoritaires et de très loin dans la profession d'avocat, encore plus en flux dans les jeunes générations, et il faut vraiment qu'elles prennent la parole. C'est vraiment très important, à la fois sur le terrain politique, mais aussi dans le champ professionnel. Donc j'ai droit à une oratrice et un orateur, j'ai bien compris. Alors une oratrice, Christiane Taubira, évidemment, parce que elle est d'abord une improvisatrice géniale, elle est dans une parole ardente, déterminée, pugnace, et tout cela nourri par une culture générale extraordinaire, et c'est un feu, c'est une lave qui parle. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Puis par ailleurs, je suis très sensible aux causes qu'elle a pu défendre, donc évidemment l'oratrice géniale Christiane Taubira. Et alors, je pense que l'un comme l'autre serait un peu surpris que je les associe dans cette réponse, mais un orateur, Marc Bonan, auquel je dois tout, qui est un ancien bâtonnier du barreau de Genève, qui m'a tout appris, auquel le livre est d'ailleurs dédié, et qui m'a vraiment formé, non pas parce qu'il m'aurait enseigné, mais simplement en le regardant. J'ai tout appris de la parole, de l'improvisation, du jaillissement de la parole spontanée. J'étais dans les concours d'éloquence dans une parole extrêmement écrite. Et grâce à lui, j'ai pu jeter cela, me détacher de cette écriture pour accéder à ce qui est pour moi aujourd'hui la seule parole valable, qui est la parole improvisée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas préparée, mais en tout cas, dans l'instant, elle naît. Et c'est à cela maintenant que je suis vraiment très sensible, et je le dois à Marc Bonan, qui est par ailleurs un orateur totalement exceptionnel, un improvisateur génial. On a beaucoup joué ensemble, on a fait des procès simulés ensemble. Vous avez fait le choix de l'humour. Est-ce que ce choix n'indiquait pas votre embarras? Est-ce qu'on fait rire lorsqu'on ne sait pas faire penser? C'est une question
que par pure hypothèse, j'énonce. On a fait encore récemment une joute à l'Assemblée nationale et je l'admire énormément et c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans mon parcours. Est-ce que vous avez un mot préféré? Il doit changer de temps en temps. L'expression? Non, débattre. Je pense, débattre, c'est la clé de tout. Le désaccord est fécond, débattre de tout. Hein. Évidemment, des goûts et des couleurs, il faut débattre, et il faut débattre surtout de cela. Parce que s'il y a des choses dont on ne doit pas débattre, eh bien c'est la démocratie qui meurt, donc débattre. Et pour finir, à l'inverse du mot que vous préférez, le mot ou l'expression que vous ne pouvez plus entendre, qui vous insupporte et qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Alors il y en a une en ce moment qui est très en vogue, c'est en mode. Alors c'est terrible, on est en mode ceci, en mode cela. Alors ça ne veut rien dire, c'est affreux. Et certaines personnes l'utilisent 3 fois par phrase. Donc je vous invite vraiment à lutter au quotidien. C'est un mal à fort. Non mais moi président, ça dit une ambition. En mode dit simplement un mode d'emploi. Donc vraiment, vous n'êtes pas une machine à laver, vous n'êtes pas un sèche-linge, donc vous n'êtes pas en mode quelque chose. Donc soyez à la mode si vous le souhaitez, mais pas en mode. Et une toute dernière question. On a la chance prochainement de rencontrer Bertrand Perrier, qui est un avocat maître de l'éloquence. C'est assez intimidant d'avoir à l'interviewer. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez nous donner pour passer ce moment et éventuellement une question que vous aimeriez lui poser? Non, alors c'est un sale type, je vous le dis, hein, il a l'air comme ça, très sympa avec les jeunes, en réalité c'est un type vraiment détestable, il est animé par le goût du lucre, c'est vraiment une apparence, c'est ça qui est scandaleux en fait chez Bertrand Perrier, c'est qu'il y a l'apparence d'un type sympa, en fait c'est vraiment un sale type, donc voilà, détestez-le immédiatement, démasquez-le. Vous savez, c'est comme dans Scooby-Doo, à la fin on voit qui est le méchant, qui est sous les atours d'un gentil. J'ai beaucoup regardé ça quand j'étais petit, donc je suis content de partager cette passion coupable pour Scooby-Doo avec vous. Il fallait que vraiment les pandas roux fassent une espèce de partenariat avec Scooby-Doo pour qu'on arrive enfin à défendre la cause animale. Tout ça pour dire que vous allez rencontrer Bertrand Perrier, et ben vous allez passer un très bon moment. Alors on espère que ce sera le cas. Mais j'en suis certain. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous.